Salut Diane, bienvenue dans ma Salut vie. Mehdi. Ça me fait super plaisir de te recevoir dans un lieu un peu inhabituel. C'est pas le studio qu'on a d'habitude, mais super sympa néanmoins. Diane, t'es Oui. une actrice, Oui. t'es aussi une metteuse en scène, et t'es aussi une écrivaine ou écrivain, tu dirais. Alors, écrivain, c'est plutôt pour parler de romans, mais Ouais. plus largement, oui, de théâtre Une aussi. autrice, quoi. Plutôt dramaturge. Mhm. Enfin, j'aime bien le terme Dramaturge, dramaturge, parce que ok. ouais, il y a le drame, Donc t'es l'idée de théâtre, tu aussi vois. une dramaturge. Oui. Et tu joues en ce moment une pièce qui s'appelle Vie et mort d'un poète avec Judy Passy. Et avec Judy Passy, vous faites partie d'une compagnie qui s'appelle Les Coureurs de Jardin. Et vous jouez du coup au Théâtre dans le 15e arrondissement, le mercredi à 19h30 et le dimanche à 16h30. C'est bien ça. Donc je voulais te parler un petit peu avec toi un peu de théâtre en général, de ton processus de travail, de comment tu fais. En fait, c'est ce qui est intéressant en fait surtout avec toi et la raison pour laquelle je voulais m'entretenir avec toi aujourd'hui, c'est que cette pièce-là, Vie et mort d'un poète, tu l'as écrite, tu l'as mise en scène et tu la joues Oui. du coup les mercredis et les dimanches. Donc c'est vrai que c'est tout ce processus de création finalement totale qui est super intéressant, je trouve. Et je voulais commencer en fait cet entretien avec toi par une citation d'une série que je sais pas si tu la connais, qui s'appelle BoJack Horseman. C'est sur Netflix. Non. Donc c'est une série animée en fait, et c'est une sorte de cheval, un acteur à succès d'une ancienne, comment ça s'appelle, d'une ancienne, un peu comme Friends, tu vois, ce genre de série. Et il tombe un peu dans la décrépitude. Il Oui, a de ok. moins en moins de rôles, etc. Ah, le parallèle est rigolo. Ouais, non, pardon. Tu vas comprendre et je vais en revenir. Et à un moment, son agent ne sait plus trop quoi faire pour le faire revenir sur le devant de la scène. Et il lui dit tu devrais faire du théâtre, tu devrais faire une pièce de théâtre. Et il a cette phrase qui m'a beaucoup marqué, moi, c'était oui, t'as raison, en plus, seuls les vrais acteurs font du théâtre. Et je sais pas ce que tu penses de cette réflexion. La chute est pas mal parce que je savais pas avec le truc animé sur quoi ça pouvait déboucher. Qu'est-ce que je pense de cette phrase? Ouais, je voulais avoir ton avis sur Est-ce cette que phrase. les vrais acteurs font du théâtre? On dit que ceux, par exemple, qui ont fait la Comédie Française réussissent très bien dans le cinéma et ont une longévité de carrière assez phénoménale et surpassent, intimident même les acteurs qui viennent du cinéma, qui n'ont jamais fait de théâtre auparavant. Je suis un peu d'accord, je défends mon milieu, je suis un peu d'accord avec ta citation. Je pense qu'on acquiert en école de théâtre, dans une compagnie, au contact du public, beaucoup d'éléments, beaucoup de capacités que n'ont pas les acteurs de cinéma. Par exemple, la voix, l'utilisation de la voix, l'expression, la diction, qui n'est pas forcément... on parle plus bas, c'est quelque chose de plus intimiste, un peu plus quotidien dans le cinéma, du moins la plupart des films qu'on connaît, on sait, et on voit quand on parle à quelqu'un qui vient du théâtre ou qui vient du cinéma, que ça n'est pas du tout la même façon de s'exprimer et d'envoyer sa voix, de la faire parvenir à voilà, c'est pas le même auditoire. C'est pas le même auditoire. Oui. Est-ce que tu penses que c'est pas c'est vrai que c'est une manière différente de jouer? J'ai l'impression que de par le fait que dans le cinéma il y a une caméra, Oui. on peut se rapprocher même plus près du visage des acteurs, etc. Oui. Et que ça emmène du coup une finesse. Je vais peut-être pas dire une finesse parce qu'il y a aussi de la finesse dans le théâtre, mais on peut s'autoriser plus de détails subtils dans la manière de jouer. Oui. Et c'est vrai que les acteurs de théâtre doivent plus s'épancher parce qu'il y a cette distance avec le spectateur. Oui. Et puis parce qu'il faut toucher le rendu fond. Il faut que le rendu fond comprenne ton expression, ce que tu dis, le geste que tu fais. Oui, on n'a pas de cadre dans le théâtre. En fait, c'est le spectateur qui choisit le cadre, plutôt. S'il choisit de regarder les pieds, il peut très bien. S'il choisit de regarder uniquement le visage, l'expression, voilà, ou même le canapé. En général, les spectateurs, on est déroutés parce qu'en tant que comédien, pardon, on est déroutés parce qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va être pris. Alors que dans le travail de cinéma, c'est le réalisateur qui dit « Ok, le public va regarder ici. Celui qui est dans son siège, il regardera le front de la femme, par exemple. » Et donc oui, c'est assez déroutant. Et il faut pouvoir travailler tout son corps et toute sa voix pour aller très loin et pour pouvoir être compris dans l'entièreté de son personnage. Il n'y a pas de découpe, quoi. Il n'y a pas de plan. Et du coup, comme je disais, tu joues ta pièce en ce moment, Vie et mort d'un poète. Oui. Donc, j'aimerais bien qu'on passe par les 3 étapes. Je ne sais pas si c'est des étapes chronologiques. Ouais. Donc, l'écriture, la mise en scène et le jeu, même si le jeu s'intègre dans la mise en scène. Mais
Je voulais commencer du coup avec toi cette séquence par l'écriture. Oui. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ta propre pièce? Beaucoup de choses. Mais alors, cette pièce-là particulièrement, en fait, c'est une sorte de commande que m'a fait Judy, qui a lu certains de mes poèmes et qui les appréciait. Et il s'était dit qu'il avait envie de s'essayer au seul en scène. Au départ, c'est parti ça devait être un seul en scène. C'est quoi un seul en scène? Un seul en scène de poésie. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une très bonne question. Parce que c'est pas du tout du stand-up comique. Qu'est-ce que c'est un seul en scène? Il y a pas mal d'exemples en ce moment qui sont joués. Par exemple, Rencontre d'une illuminée, je crois. Je sais plus où ça s'est joué, mais c'est des seuls en scène poétiques qui mettent en avant des récits plus ou moins réels, plus ou moins tirés de personnages historiques, de personnalités et de faits qui sont advenus. Mais c'est quelque chose de très variable et c'est un exercice assez complexe parce qu'il faut pouvoir en 1 heure, en 1 heure et demie, s'assurer de l'adhésion du public. Et il y a toujours des moments... Il y a eu aussi le très bon seul en scène de Pierre Notte, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, qui joue souvent au théâtre du Rond-Point. Je l'ai vu en rediffusé sur une plateforme, je ne sais plus si c'était YouTube, et ça s'appelle de l'effort d'être spectateur. Et c'était très juste, il expliquait en quoi le spectateur venait et était dans l'action totale et pas le passif d'un homme ou une femme assise, et qu'il musclait le spectacle et à quel point c'était un effort pour agrandir sa conscience et sa perception du monde de venir au théâtre. Et donc ces formes de seul en scène, ça peut faire ressortir poésie, le lien, la métathéâtralité aussi, le fait que les seuls en scène parlent au public, parle du public, du théâtre. Donc on casse on casse peut-être, oui. Mur, ou alors oui, c'est ça, le quatrième mur, tout à fait. On s'adresse au public, c'est le destinataire principal et l'interlocuteur, puisqu'il n'y a personne d'autre sur scène, ou bien on choisit d'être dans l'esprit, on est dans l'esprit et il est tout seul. Et toi, tu avais cette ambition-là? Oui, je suis partie loin. Non, je t'en prie, mais est-ce que tu avais, même moi aussi, est-ce que tu avais cette ambition-là de parler au public dans la pièce que tu as écrite? Et si oui, quel message tu avais envie de faire passer? Oh là là, quel message j'avais envie de faire passer? Waouh, une foultitude de messages. Non, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, mais je voulais mettre en scène les textes, mes textes poétiques, écrire des poésies avec une trame narrative, compréhensible et qui puisse être entendue du public et qui puisse suivre et que ça ne soit pas juste un déroulement de poèmes, ce qui serait un peu... C'est barbant. J'ai vu un spectacle comme ça où il n'y avait que des poèmes. Qui ne s'arrêtait pas, et c'était dit avec une diction extrêmement lente, et c'était terrible. On était dans une espèce de je sais pas, c'était de la sorcellerie presque, parce c'était tellement lent, et c'était un auteur qui s'appelle Georges Trakl. J'ai pas tellement aimé, mais le procédé était intéressant, parce que il évoluait dans une espèce de pénombre, l'acteur, donc seul en scène, en disant avec une extrême lenteur les mots et les gestes il arrivait d'un côté à un autre du plateau en 1 heure avec une espèce de... Non mais ouais, c'était une dinguerie, on était plongé dans le noir. Et ça, tu l'as regardé avant ou après d'écrire? J'ai tout ça, ce dont je t'ai parlé, je vais trop vite. Non, je t'en prie, pas de souci. Ce dont je t'ai parlé... Parce que t'es passionné, c'est super. Oui, c'est parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses à la minute. J'ai vu ça il y a quelques années déjà. Et ça t'a influencé dans ton processus d'écriture? Je pense que tout, en fait, Mehdi, tout ce que j'ai connu, écouté, écrit même, a influencé cette pièce. C'est un peu, pour moi, c'est pas vraiment le récit d'un poète précis qui a une date de vie, de mort. Et en plus, les gens, ils pensent que le poète va mourir. C'est pas vraiment le cas, donc je te laisse... Justement, et si on devait faire un petit synopsis de la pièce, sans spoiler, pour les gens qui vont aller la voir, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il serait, pardon? Que serait-il? Que serait le synopsis? J'ai du mal à m'exprimer. Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune poète qui veut vivre de sa plume et qui quitte ses parents et ses habitudes et la voie classique, parce que ses parents sont physiciens, donc la voie classique des mathématiques pour advenir à la littérature et en particulier à la poésie. Et donc, il décide de quitter sa maison et le climat, l'environnement familial pour se rendre chez l'éditeur qu'il préfère,
voilà, qui est un marquis très loufoque, et il va essayer de faire éditer ses vers. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un schéma qu'on retrouve énormément, peut-être même surtout en France, je sais pas, où il y a ce déchirement entre l'envie de certains enfants de poursuivre dans des études ou dans des carrières plutôt littéraires, oui. Et ce désir des parents de presque de les ramener à la réalité vers le cartésianisme des mathématiques aussi. Peut-être. Et il y a eu longtemps la ce raison. truc-là. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu... Mais je pense, Mehdi, là, en parlant, c'est fou parce que ça va ressurgir des choses. Ouais. Je sais que quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient oui, il faut que tu sois très doué en mathématiques parce que c'est l'avenir, en gros. La littérature, c'est très bien, mais c'est plutôt à faire tout seul dans sa chambre ou dans son salon. Voilà, lire, c'est très bien, mais c'est quelque chose d'à côté. Alors que principalement, pour vivre, il faut le raisonnement, il faut la justesse d'interprétation et donc les sciences dures, appelées dures, quand même, c'est très fort les mots. Mais oui, ouais, donc on s'éloigne de la raison pour aller. Et est-ce que c'est possible ? C'est surtout le questionnement de cette pièce, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut vivre et vivre bien ? Est-ce qu'on peut avoir un métier littéraire et que ça corresponde parfaitement à nos aspirations personnelles ? Voilà, que ça soit pas perverti par des choses extérieures, notamment tout simplement autrui, qui est parfois un obstacle à nos propres désirs. Voilà. Quand je regardais ta pièce, je savais du coup que ça parlait de poésie, donc j'ai commencé à... Parce que dans ta manière d'écrire, ça c'est quelque chose que je voulais te dire aussi, j'ai trouvé beaucoup de musicalité, je trouve que tu écris super bien. J'ai trouvé beaucoup de musicalité. Il y a certaines, je sais pas, des tirades que tu as écrites que j'ai trouvées particulièrement... impactantes et vraiment, même certaines qui étaient vraiment profondément drôles et j'ai vraiment passé un super moment. Ouais, j'ai trouvé que tu avais une écriture géniale. Et la question que je voulais te poser, c'était déjà, est-ce que tu as écrit parce que voilà, quand j'écoutais justement, je me suis un peu trop épanché, mais quand j'écoutais, j'étais en train d'essayer de compter si tu faisais des alexandrins et essayer aussi de repérer s'il y avait des rimes récurrentes dans ta manière d'écrire. Formidable. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce que tu as littéraire. Est-ce que c'était le cas ou alors est-ce que tu as écrit plutôt en prose et tu t'es laissé pas mal de liberté ? Oui, je me suis laissé pas mal de liberté parce que je pense que j'ai toujours bien aimé la contrainte et comme là c'était une forme de commande, j'avais envie de faire quelque chose de très libre et c'est pas pour rien que le vers libre s'appelle libre parce qu'il est complètement exempt de toute contrainte de métrique, voilà. Et ouais, ma prosodie est assez libre. Mais j'ai fait ce qui se fait rarement. Enfin, j'ai pas lu encore de textes de théâtre qui comprennent un récit en prose et alterné avec des vers et des vers qui plus est libres. Et tu disais tout à l'heure que tu écrivais de la poésie avant d'écrire cette pièce-là. Est-ce que c'est la poésie qui est venue vers le théâtre ou c'est le théâtre qui est venu vers la poésie ? Comment c'est quoi ton rapport à la poésie, même à toi en général ? Pourquoi tu as voulu faire une pièce pourquoi tu as voulu mélanger ces... Parce que tu aurais pu très bien écrire une pièce qui ne soit pas autour de la poésie et qui soit écrite d'une autre manière, mais tu as choisi de mélanger ces deux aspects-là de l'écriture pour ta première pièce. C'est la première pièce que tu as écrite, oui. Pas. Donc j'imagine que c'est quelque chose d'important pour toi. Donc pourquoi tu as voulu mélanger ces deux aspects de la littérature ? Parce qu'au fondement du théâtre, il y avait la poésie. Tout simplement. Donc tu voulais revenir... Je voulais revenir à l'origine, toujours les dramaturges et les metteurs en scène. Ça, parce qu'aussi, c'est vrai que tu fais un recul historique, enfin ton histoire elle se situe pas dans la période contemporaine, donc c'est vrai que tu as... Oui, plus ou moins. Il y a un indicateur, mais c'est vraiment infime. Mais comme tous les personnages sont à la fois déshistoricisés et en même temps ils comportent ce sont un peu des types, le marquis qui parle en baroque, voilà, la femme avec son éventail, il y a quelque chose de toujours situé, mais effectivement c'est déshistoricisé. J'aime bien ça, je pratique ça dans mes mises en scène. Et du coup concrètement comment ça se passe ? Comment tu as écrit ta pièce ? Comment j'ai écrit ma pièce ? Eh bien figure-toi que je l'ai écrite assez vite, je sais pas, entre juin et septembre ou mai, enfin par là, 3-4 mois. Et en fait, j'avais déjà le cheminement d'un homme qui était tout seul dans sa chambre et qui se disait je suis inspiré. Et c'est la première phrase de la pièce. Voilà, petit spoiler, je suis inspiré. Donc tu t'es laissé déborder par une sorte d'énergie créatrice. Totalement, mais je suis inspirée quand je fais de la poésie parce que je pense qu'aucun poète
n'existe sans son inspiration. Et c'est là l'intérêt de la pièce aussi, c'est d'où vient l'inspiration. Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qu'a eu un de tes ancêtres, par exemple? Ou est-ce que c'est un truc divin? Mais alors là, à ce moment-là, on se comporte en démiurge et c'est pas non plus conseillé de se prendre pour Dieu. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, en écrivant des poèmes, du coup, parce que du coup, tu écrivais des poèmes aussi, oui. En écrivant des poèmes, de te laisser complètement dépasser par l'émotion que tu mettais dans l'écriture, et du coup, de pas ressentir, limite de pas percevoir les mots qui allaient venir après, mais les écrire tout de même. C'est un peu écriture automatique. Ouais, c'est ça. Oui, complètement. Mais oui, et même, pour te dire, petite confidence, quand j'ai fini d'écrire la pièce, j'ai pleuré. J'avais tellement d'émotions, et c'était tellement les mots justes par rapport à l'inspiration que j'avais eue, et c'était parfaitement les mots dans l'ordre dans lequel je voulais les dire, que ça m'a fait pleurer, et à chaque fois que je l'entends, j'ai envie de pleurer. Ouais. Donc, c'est vrai que la fin de la pièce, elle est très belle. C'est vrai. Est-ce que tu as la référence de la dernière phrase? Non, honnêtement non. Que nul n'entre ici s'il n'est poète, c'est que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ah non, je l'avais pas eu. D'Aristote. Ah non, qui était très très loin de l'avoir. Oui, mais je sais pas, c'est parce que j'ai tellement. J'avais une mère prof de philo, donc les références. Non, mais et tu vois, c'est vrai que est-ce qu'il y a des trucs quand t'écris qui vont déclencher cette fibre un peu créatrice? Moi, c'est vrai que tu vois, j'avais fait quelques concours d'éloquence et tout, et on écrit. Non, mais c'est vraiment rien du tout. Pourquoi tu dis non? C'est pas rien du tout, c'est super d'être éloquent. En tout cas, j'ai appris beaucoup durant ces concours-là, mais je me souviens que les meilleurs discours que j'avais jamais écrits, c'était en écoutant de la musique. Et en écoutant une certaine musique, j'arrivais à produire un discours qui était relatif à la musique que j'écrivais. Donc ça pouvait être de la musique classique, ça pouvait être James Brown, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas, je choisissais la musique et l'énergie de la musique en fonction du discours que je voulais obtenir à la fin. D'accord. Et je sais pas s'il y a... Donc moi, c'est ma manière de fonctionner, moi, quand j'ai envie d'écrire quelque chose un peu stylé. Mais toi, du coup, est-ce qu'il y a des choses aussi comme ça? Est-ce qu'il y a un environnement sonore ou autre? Eh ben, figure-toi que j'aime beaucoup le silence. Comme j'écoute beaucoup de musique et que je chante en plus... tout type de chant, j'aime bien écrire dans le silence. Mais sinon, j'écoute en boucle Vivaldi, parce que c'est très inspirant et très baroque. Franchement, du coup, ça m'étonne pas. Parce que c'est vrai que j'ai la personnalité complètement excessive et ostentatoire. Mais c'est vrai que la manière dont on voit la pièce, c'est très... Il n'y a pas beaucoup de décors. Mais c'est vrai que tu arrives néanmoins à rendre le tout très baroque et très drôle, et c'est vrai que ça c'est... C'est vrai, t'as trouvé ça très drôle? Moi j'ai trouvé ça très drôle. Ah oui? Ah oui, mais je sais pas si... il y a pas mal de moments où j'ai pas mal rigolé pendant la tant mieux, parce que ça détend l'idée de la poésie qui est quand même trop sérieuse. Oui, c'est ça, mais totalement. Mais c'est ça aussi qui est génial, c'est que tu fais des blagues en poésie, quoi. Enfin, moi j'avais l'impression... J'ai réussi ma vie, merci Mehdi. Je fais rire avec de la poésie. En tout cas, moi tu m'as fait rire. C'est vrai que j'ai aussi le rire facile. Donc c'est vrai que je peux rire à des moments qui ne sont pas très opportuns. Et en société, c'est pas forcément quelque chose de toujours très bien perçu. Mais non, vraiment, j'ai trouvé la pièce super drôle, mais à d'autres moments très émotive aussi. Et c'est vrai que la fin, ça m'a fait prendre... J'ai eu plusieurs réflexions sur la fin, sur la manière dont... Parce que dans ta pièce, tu reprends un schéma qui, je trouve, se reproduit pas mal de fois dans d'autres pièces aussi. J'ai un exemple qui va peut-être t'intéresser. Ouais. En fait, c'est le schéma du coup de l'ascension puis de la chute. Voilà, en gros, c'est ça. C'est l'ascension et la chute. Et je me suis dit, j'aurais peut-être dû me rendre compte de ça avant, quand on voit le titre de ta pièce, qui est Vie et mort d'un poète. Mais j'avais pas tout de suite tilté, et je m'en suis rendu compte. C'était la surprise. Exactement. Et quelle est l'œuvre à laquelle tu as pensé? Alors, je sais pas si tu connais, c'est un bouquin de science-fiction qui s'appelle Hyperion. Tu vas sur des trucs, la série, machin, science-fiction. Ah oui, non, c'est tout ce que je connais pas. Et donc, c'est un bouquin de science-fiction qui s'appelle Hyperion. Et du coup, en gros, l'histoire d'Hyperion, c'est 7 pèlerins qui, dans un monde un peu galactique, donc un peu futuriste, un peu avec des vaisseaux spatiaux et tout. On voyage plus vite que la vitesse de la lumière, etc. Et il y a un empire galactique avec 10 000 planètes. Voilà, je pose un peu le cadre. Et il y a 7 pèlerins qui sont envoyés sur une planète précise parce qu'il y a une sorte de monstre qui tue tout le monde sur cette planète, et ils sont envoyés pour aller voir un peu ce qui se passe. Et l'histoire, le livre est organisé de telle manière à ce que chaque chapitre soit autour de l'histoire d'un pèlerin, pourquoi il a été envoyé sur cette planète-là en particulier. Et il y a un des pèlerins, je me souviens plus de son nom, mais c'est un poète, justement. Et c'est incroyable. Et c'est un poète. Qui l'eût cru? Et c'est un poète assez spécial parce qu'il est très âgé, il a, je crois, 150 ans. Il a vécu sur notre Terre à nous avant qu'elle explose et que l'humanité s'envole vers d'autres étoiles.
Et il a écrit un recueil de poèmes justement sur la chute de la planète Terre. Et je sais plus comment s'appelle le recueil exactement, mais en tout cas il fait ça et il se retrouve embarqué justement avec son éditrice dans une sorte de conflit en fait, de conflit intérieur, parce que son éditrice publie une certaine version de ses vers qui n'est pas en accord avec la version. Bah voilà, c'est exact. Ah oui, t'as les références. Bien. Mais je me bien, suis dit ça en regardant la pièce. Ah oui. Qui n'est pas en accord avec sa version de l'écriture, parce que lui, pour lui, ces cantos, il appelle ça des cantos, doivent être d'une pureté. Il y a ce schéma autour de la pureté du poète, et du coup, ça arrive. J'ai pas vraiment de questions, même autour de ça, mais c'est quoi que tu voulais montrer toi à travers ce schéma de montée, d'ascension d'un poète qui se retrouve aussi face au monde réel finalement, qui est impur. En regardant ta pièce, parfois j'avais l'impression, au début surtout, de retrouver un peu Zarathustra même. Tu vois merci, j'adore. Je suis très influencée par Nietzsche. C'est super. Bah oui, mais là tu m'as emmené sur Nietzsche. Alors là. En quoi Nietzsche, est-ce que Nietzsche t'a influencé dans l'écriture de cette pièce-là? Non, mais alors je te dis, comme je me suis, je pense, probablement fait influencer par toutes mes lectures, et j'ai commencé très tôt à lire, sans doute. Je suis très influencée par Victor Hugo aussi. Je ne sais pas si tu connais mon amour pour Victor Hugo. Bien sûr. Qui ne la connaît pas. Et qu'est-ce que je voulais montrer avec ce schéma d'ascension, qu'on espère toujours au-delà de soi-même, je pense, et que parfois on se trahit à force d'ambition. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être tout le temps au même niveau et ne pas espérer grand-chose? Ça, c'est une autre question, qui est peut-être même d'ordre religieux. Est-ce qu'il est bon d'avoir une espérance incroyable et de vouloir devenir quelque chose de parfait, et que son vers soit parfait, la pureté soit conservée, intacte? Je ne sais pas, mais en tout cas, son cheminement fait qu'on peut voir aussi qu'en tant qu'homme, qu'en tant qu'être humain, on perd forcément un peu ses ailes en s'approchant du soleil. Et du coup, là, dans cette pièce-là, oui. Comment ça s'est passé? Quelles sont les étapes que tu as suivies pour la mettre en scène? Quelles sont les étapes? D'abord, le comédien a pris le texte, et j'avais déjà des idées d'atmosphère, si tu veux. Et comme chaque personnage était un peu une atmosphère à lui seul, par exemple, au tout début, il y a une pitié, mais il faut lire le texte aussi J'espère qu'il sera édité. Oui, j'espère. En plus, je voulais te le demander pour préparer. C'est génial, j'espère. Je vais juste revenir un peu avant ce que tu viens de dire. Le comédien apprend le texte. Le comédien apprend le texte. Alors, moi, tu as raison de me cadrer. Quand je faisais du théâtre, j'avais cet énorme problème de ne jamais apprendre mon texte. Là, ma prof de théâtre était furieuse à chaque fois. C'est devenu presque un running gag. 3 ans, je prenais le texte le jour de la représentation. C'est ça ce qui m'a aussi impressionné quand je suis venu voir la pièce, c'est que le texte est assez long. Pourtant, il n'y a pas eu d'hésitation. C'était straight to the point. Et comment on fait pour apprendre un texte aussi long, et comment on fait pour apprendre un texte aussi long? Ça, je pense qu'il faut demander à Judy Passy, qui joue le rôle principal. Mais toi aussi, t'as quand même pas mal de... J'ai pas mal de textes, surtout qu'au départ, je devais pas être sur scène, Mehdi. Ah oui, je devais être juste œil extérieur et texte. Mais en fait, on a fini par se dire que c'était le plus intéressant. J'avais écrit plusieurs personnages et on n'était pas résolu à faire des marionnettes ou des voix off. Ça aurait été un peu enquiquinant pour le public, juste des voix off. Donc on en a gardé une seule, qui est la voix d'une assemblée. Et donc oui, comment fait-on pour apprendre un texte? Eh bien, on le lit, on traverse sa chambre en long, en large, en travers. Tu as une méthode en particulier ou... Moi, je suis très auditive. Donc je dis... Ah non, je me le dis. Ouais, je me le dis. Et en fait, comme je l'ai écrit, si tu veux, c'était beaucoup plus simple à apprendre. Vu que tu l'as écrit, pour moi, c'est très simple. Et pour Judy, qu'est-ce que j'en sais de son expérience? Je sens que c'est difficile. En même temps, il y arrive avec brio, mais en même temps, c'est difficile parce que ce sont des mots. Il n'y a pas que des mots très, très usités. Par exemple, je ne sais pas, admonester, encristé, des mots dont le sens n'est pas tout de suite... qui n'est pas clair du tout. Voilà, en fait, on ne sait pas forcément. Voilà. Mais oui, il faut aller sur chaque mot, les prononcer, je pense. Mais ça, c'est pour tout texte, pas forcément pour le mien. Les prononcer au maximum. Avoir une situation à l'esprit et une mise en scène, en fait. C'est comme ça qu'on apprend le texte, c'est avec une mise en scène. C'est pas pour rien qu'on fait des répétitions, qu'on propose des pistes de travail, qu'on apprend le texte en même temps qu'on apprend le geste, si tu veux.
Et dans la mise en scène, il y a tout cet aspect décor, costume. Comment ça s'est passé dans cette pièce-là? Eh bien, je travaille avec une costumière formidable qui s'appelle Marielle et qui est avec nous depuis les premiers projets des courants de jardin. Et elle a une vision du théâtre, de la scène qu'elle partage avec moi. Donc c'est formidable parce que quand on s'est rencontrés, c'est avec elle que j'ai voulu commencer l'aventure. Qu'est-ce que tu pourrais la définir? Moi, j'aime bien le symbolisme. La poésie, s'il y a de la magie sur la scène, s'il se passe quelque chose de presque, je sais pas, invisible, mais qui existe, ça veut dire que j'ai réussi, tu vois. Si le public comprend quelque chose, tire quelque chose à lui, qui retient quelque chose, ça veut dire que c'est bon, tu vois. S'il ressort avec une nouvelle émotion. Le symbolisme que tu essaies de mettre en place, j'adore. Ça te permet aussi de finalement retirer tout ce qui est inutile. Et de par le fait que ce soit très fort, étant donné que c'est censé être des symboles, ça doit être très fort, tu peux du coup épurer ta scène. Parce que ta scène était très épurée. C'est exactement ça. Il y a juste la place pour le symbole, Mehdi. D'accord. Oui, parce qu'en plus, j'aime bien le fait qu'un objet soit fonctionnel, qu'il soit praticable aussi, qu'on puisse l'utiliser, marcher dessus, le soulever, etc. Et qu'il ait une pluralité de sens, qu'on puisse le prendre, par exemple... Bon là, apparemment, c'est un peu raté. Enfin, on a eu des retours du public. Carme, donc le poète, tient un crayon, mais personne n'a compris que c'était un crayon. Okay. Alors, peut-être qu'il aurait fallu que ça soit peut-être un peu plus gros. En fait, il aurait fallu qu'il ressemble un peu plus à un crayon, mais parce qu'il a une pointe noire et tout le reste, c'est blanc. Au début, la costumière voulait faire, qui fait aussi les accessoires, voulait faire des traits, quoi, comme pour les crayons en papier, mais finalement ça ne s'est pas fait, mais il faudrait qu'on clarifie ça, donc tu vois, donc ça s'éloigne, parfois ça s'éloigne tellement, le symbole, on voit plus ce qui est au départ et ce que ça représente, mais ça convient au public, le public il voit ce qu'il a envie de voir finalement. Et du coup, si on passe à la troisième partie qui est le jeu en soi, toi du coup tu as commencé le théâtre par le jeu, ou par l'écriture peut-être. Ton premier rapport au théâtre, est-ce que ça a été par le jeu? C'était le jeu, oui. C'était le jeu. Ouais. Et dans des petits cours quand j'étais jeune. Oui. Alors, tu peux me raconter ton premier cours de théâtre? Le premier cours, je ne sais pas si je m'en souviens, mais je me souviens de la première impression en rentrant sur scène. J'avais, je crois, 12 ou 13 ans, pas plus. Et c'était complètement... Je me sentais à la maison. Je sais pas, c'est un truc assez... C'est assez indescriptible. J'étais vraiment super bien. Il y avait, je sais pas, 200 personnes dans la salle. Tout le monde était terrorisé. Et j'ai eu cette chance que j'ai toujours, je ne sais pas à quoi c'est dû, une disposition d'esprit particulière, de ne pas avoir le trac. J'ai jamais eu le trac et tout le monde se demande pourquoi. Et après, il y en a qui me disent « Oui, mais seuls les grands acteurs ont le trac. » Et je suis là, mince, j'ai loupé ma vocation. Mais finalement, non. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, oui, c'était formidable. J'ai joué un tout petit rôle dans Le songe d'une nuit d'été. Et avant de faire ce premier cours de théâtre, est-ce que tu dirais que tu étais plutôt quelqu'un d'introverti ou d'extraverti? Ah bah alors, c'est pas tout à fait... Parce que tu vois, j'ai l'impression que pour certaines personnes, justement, qui ont tendance à un peu être introverties, le théâtre, ça les change. C'est une thérapie. Mais c'est pas le cas en réalité, mais les gens pensent que ça peut être une thérapie contre la timidité, mais c'est pas une maladie, la timidité. Et en plus, le théâtre, s'il soigne, c'est uniquement dans certains cadres, mais je pense qu'il montre plus la blessure qu'il ne la soigne. Parce que pour jouer, il faut savoir se montrer réellement aussi. Il faut savoir montrer ses blessures, je pense, oui. Sa faiblesse et essayer d'en s'en emparer pour créer au-dessus quelque chose de viable. Alors justement, tu vois, en parlant de ça, comment toi Parce que c'est vrai que tu es aussi une... C'est vraiment le déluge de compliments, mais au-delà d'être une bonne autrice et une bonne metteuse en scène, tu es également une très bonne actrice. Et ce qui est intéressant, c'est que tu arrives sur ton visage à faire transparaître pas mal d'émotions, tout ce qui est finalement le propre d'un acteur, mais certains le font avec plus ou moins de brio. Et justement, est-ce qu'il y a un rapport justement au sentiment? Est-ce que tu essaies de faire venir en toi des sentiments, peut-être extérieurs, pour justement jouer Comment tu ressens le texte au moment où tu le joues, et comment tu arrives justement à faire transparaître les émotions que tu veux faire transparaître? Qu'est-ce que tu veux dire par extérieur? Les émotions sont jamais extérieures à nous-mêmes, je pense. Sûrement. C'est-à-dire qu'un bon texte, un texte qui tient la route, il t'évoque forcément le souvenir d'une émotion, je pense, ou il peut en créer même en le disant. C'est comme ça que les textes de Shakespeare, ça fait pleurer tout le monde, parce que c'est tellement une précision dans la langue, et il y a tellement eu d'émotions peut-être en l'écrivant. C'est Louis Jouvet qui dit qu'il faut ressentir
l'état de l'auteur écrivant lorsqu'on joue. Et je trouve qu'il y a rien de plus vrai. Il faut avoir à nouveau le souffle qui a engendré les émotions et qui a poussé l'auteur à écrire cette phrase particulièrement. Donc voilà. Et le fait ça d'avoir... suscite des émotions. C'est ça le truc. Et le fait justement d'avoir écrit ta pièce et d'y avoir mis j'imagine que tu y as mis de l'émotion. Oui, à fond. Est-ce que ça rend pas justement l'interprétation, je vais pas dire plus facile, mais en tout cas, ouais. Ça rend peut-être plus facile. Et je pense que j'y vais un peu plus à gros traits qu'avec... je sais pas, comme c'est mon texte, j'ai pas forcément de respect envers l'auteur puisque c'est moi-même, tu vois. Donc je suis complètement dans une autre sphère. Et c'est étonnant, la première fois que j'ai joué, t'étais là la première, je sentais même plus que j'existais. En fait, c'était super étonnant. Je vivais le texte et je n'avais plus vraiment de contact avec la réalité. Ce que j'ai toujours eu en jouant les textes des auteurs morts, là, pour la plupart. Mais là, je sais pas. C'est complètement nouveau. Pourquoi c'est complètement nouveau ? De ne pas se sentir et toutefois de ne pas avoir une conscience d'être sur scène. Enfin, c'est pas un dédoublement, mais c'est un peu un oubli de tout ce qui t'arrive en dehors de ce texte. Alors ça, est-ce que tu as vu le film Birdman ? Non, j'en ai entendu parler. Il faut que tu vois ce film. Ok, alors, tu vas me faire une liste à la fin de ce que... recommandations culturelles. Non, alors franchement, je vais avoir du mal à me souvenir précisément du scénario, mais je me souviens que justement, c'est un film qui suit un peu, qui suit une grosse troupe de théâtre américaine, et tu vois un peu les différences d'état d'esprit entre les acteurs. Et il y a certains acteurs qui, justement, sont dans ce dépassement d'eux-mêmes sur scène. En fait, quand ils entrent sur scène, ils deviennent une personne complètement différente, mais qui se laisse tellement dépasser par ses émotions qu'il y a des scènes qui sont presque même choquantes en fait dans le film. Et je sais pas trop où je voulais en venir en amenant ça, mais ce que je voulais dire, c'est de quelle manière toi tu arrives à exposer finalement une phase de toi-même qui est... Non, je sais pas trop où je vais en venir, honnêtement. Je suis un peu perdu. Comment est-ce que je joue Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu penses de ça, de ces différences d'approche entre les textes que peuvent avoir les acteurs ? Il y a certains acteurs qui arrivent à se détacher complètement quand ils rentrent sur scène. Toi, c'est quoi ton rapport à ce phénomène-là ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve qu'on se détache pas vraiment de qui on est, mais on laisse la place à quelque chose d'autre que le public n'a jamais vu, puisque c'est le principe d'un personnage. C'est comme s'il n'avait jamais vu le personnage. Le texte, il le voit jamais, il voit l'interprétation du texte. Donc c'est déjà un degré très loin du texte. Mais oui, je sais pas, j'ai pas de méthode. En fait, j'ai fait une école, mais je n'ai pas de méthode particulière. Par exemple, celle de Stanislavski qui consiste à puiser dans son passé personnel. Ça, j'aime pas du tout. Même si c'est un homme remarquable, mais j'aime pas du tout le fait qu'il faille aller chercher des émotions au plus profond de soi, mais de son passé. Non, enfin, je pense qu'il faut se détacher de sa personne, de son individualité, pour faire surgir quelque chose d'autre. Attends, j'ai fini par une citation. Il y a une phrase de Proust, je ne sais plus qui la cite, qui est « Un acteur est une fenêtre ouverte sur un chef-d'œuvre ». Et je trouve ça magnifique, c'est-à-dire qu'il faut se laisser traverser par le public, par le texte, par un ensemble de choses en fait. On est plutôt un médium qu'une personne qui vient avec sa fierté, tu vois. Ça, c'est les acteurs ratés, les cabotins, qui arrivent avec leur fierté, avec certes ils savent parler, ils ont un charisme, mais ils laissent rien paraître du texte et de l'auteur, et tu vois. Donc finalement, l'acteur s'efface derrière. Je pense que l'acteur s'efface, mais s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de texte non plus. Ouais. Donc c'est ça, c'est tout le paradoxe du comédien. Mais c'est vrai que du coup, certains comédiens peuvent, en ajoutant leur personnalité, peuvent gommer un texte qui peut être mauvais aussi. Ouais. Oui, mais alors, un très bon texte, un mauvais texte et un très bon acteur, ça ne va pas non plus. Ouais. Parce que t'as beau être excellent, quand tu te trompes de texte, ça ne va pas. Enfin, on dirait que c'est inadéquat. Il faut que ça soit une rencontre entre un texte vraiment bon et un acteur vraiment bon. Et après, au fur et à mesure, l'acteur mauvais, si jamais un acteur mauvais peut devenir un acteur bon, mais il peut se muscler grâce au texte, quoi. Il peut progresser, mais dans l'autre sens, si le texte, si tu veux, c'est bof, tu peux jamais aller
très très loin. Tu donnes tellement d'énergie, t'as donné tellement d'énergie sur scène. C'était lundi, c'est ça la première? Mercredi. Mercredi. Oui, le 18. T'as donné tellement d'énergie. Comment tu te sens après une présentation? T'es quoi? T'es fatigué? Mais mais là c'est particulier. Mais ouais. Je suis fatiguée et je suis un peu ivre. Tu vois, il y a beaucoup d'acteurs qui sentent ça. Tu te sens dans un peu désincarné, et en fait tu laisses tout rentrer, tout ce que les gens te disent, tu comprends pas très bien ce que le public te dit à la fin. J'ai l'impression, j'ai cette sensation là, parce que tu mets tellement corps et âme à réussir ce que tu voulais, à t'oublier pour mieux faire entrer quelque chose ou quelqu'un d'autre en toi, que t'as plus de force, et en même temps c'est à nouveau toi, donc t'as à nouveau tes forces. Oui, il y a un petit laps de temps, même si t'es très conscient, t'es moins fort dans ta force naturelle, quoi, parce que t'as donné toute ta force sur scène, dans un espace un peu irréel. Il y a un autre truc dont je voulais absolument te parler, c'est la manière dont tu te prépares avant de rentrer sur scène en tant qu'actrice. Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu fais des exercices, je sais pas, pour l'articulation, de relaxation, des étirements? Comment tu procèdes? Ouais, j'essaie d'échauffer un peu mon corps. Voilà, je fais des échauffements de, je sais pas, classiques, des petits étirements. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'échauffe un peu ma voix, donc je fais des sons. Voilà, j'essaye, je dis le texte un petit peu, mais pas tant que ça. Je fais surtout des sons, j'essaie de faire des petites mélodies, voilà, pour aller dans les aigus, dans les graves, des brrr, des choses comme ça, tu vois. Non, le fameux brrr, oui. Brrr. Les acteurs et les chanteurs connaissent. Ouais, c'est marrant, je sais pas. Ça me fait rire en plus en le faisant. Je sais pas, je saute. J'ai vraiment pas de rituel particulier. Mais ce qu'on avait, on était une grande compagnie. Enfin, les spectacles à chaque fois, c'était 5 ou 6 personnes sur scène en même temps, dans le même spectacle. Donc on se réunissait juste avant pour se dire merde. Parce que merde, c'est le mot qu'on utilise pour se souhaiter bonne chance, qui n'est pas autorisé dans le théâtre, bonne chance. Et on se disait... Toy aussi, l'alternative que j'avais, moi, c'était Toy, ouais. Qui est aussi chez les danseurs. Ouais, mais c'est trop mignon. Ouais, merde, tout le monde n'aime pas forcément le mot, donc voilà. Mais moi, j'aime bien, parce que c'est... Mais c'est bien de se réunir avec voilà, et en fait, ouais, c'est ça. Et comme chacun dit ce qu'il a à dire, mais comme je fais la mise en scène depuis le début, à chaque fois, c'est moi qui m'adresse aux comédiens, tu vois. Ouais, comme un coach de foot, un peu. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, vous allez y arriver, les gars, ça va être super. Le public, il y a 12 personnes dans la salle, mais on va les régaler. Tu vois, c'est exactement ça. Ouais, c'est un peu un match en plus. Mais c'est un peu un truc c'est très sportif, le théâtre, en plus. On se rend pas compte. Si t'as l'impression à la fin de la pièce que tu l'as raté, tu vis comme une défaite. Exactement. Et c'est un échec total. Bah oui, bien sûr. Puis on passe pas une bonne soirée après. Après, j'ai l'impression aussi que tu peux avoir l'impression de le rater. Tu peux avoir l'impression de faire une mauvaise performance, mais à la fin, quand le public t'applaudit, tu relativises un peu. Ouais, c'est pas comptabilisé comme les points au foot, si tu veux. Il y a pas de... Ouais, carrément. Le public, il a quand même un... Mais il faut faire la passe à ton partenaire sur scène, tu vois, avec le texte, le ballon, le texte. Voilà, bon, bref, l'analogie s'arrête là. Parce que dans la pièce, du coup, il y a 2 acteurs, mais il n'y a pas 2 personnages. Du coup, tu joues plusieurs personnages d'un coup. Et ce qui est super drôle aussi dans la manière dont c'est mis en scène, c'est que tu passes d'un personnage à l'autre d'une manière super rapide, mais aussi très fluide. Et ça se voit même dans les personnages que tu représentes, du coup les traits sont assez forcés comme on est au théâtre, mais du coup tu arrives à changer d'expression à une vitesse assez folle. Et comment tu fais pour passer d'un personnage à l'autre aussi rapidement? Tu vois, ça me fait penser un peu... je fais que des références à des films aujourd'hui. Je sais pas si tu as vu, c'est pas Incassable, le 2 avec la bête là. Il y a Incassable, t'es déjà vu, je crois. Non, je pense que je l'ai pas. J'ai cru que je pouvais avoir la référence. Alors, en gros, c'est un film. Le premier, c'est avec, je sais plus c'est avec qui, peut-être avec Morgan Freeman. Non, c'est avec l'acteur qui joue dans Le Monde de Narnia, qui joue le petit. Ça, j'ai vu. Ouais. C'est cet acteur-là. Okay. En fait, c'est une sorte de fou malade qui a plusieurs personnalités en son sein. Et du coup, il arrive à changer très vite de personnalité. Tu vois. Ah non, j'allais dire, est-ce que c'est le film où où c'est un type qui enferme des... Non, c'est pas ça. Oui, je crois qu'il enferme une petite fille. Ouais. C'est un mec qui a un trouble psychiatrique de dédoublement, doublement, genre 30 personnalités. Exactement. Un truc complet, mais c'est complètement hallucinant. Oui, j'ai vu... Mais il est très fort. Il devient une femme, machin, il commence à avoir une voix de femme. Il y a aussi beaucoup de clichés qui ressortent. Mais la manière dont il changeait de personnage d'un moment à l'autre, ça m'a fait penser un petit peu à la manière dont tu passais d'un personnage à l'autre aussi. Ah oui, c'est instantané, mais tu le repères tout de suite en fait. Oui, peut-être, ouais. En fait, comment est-ce que je travaille ?
Bah déjà, j'ai 3 personnages, un qui apparaît qu'à une scène, et 2 autres, ils sont en couple. Donc voilà, je peux jouer avec l'idée que je me fais de... Enfin, en fait, c'est 2 pôles assez opposés, quoi. C'est un homme, le marquis, c'est un homme imbu de lui-même, qui est ridicule, qui sait même, enfin, qui fait des fautes d'orthographe. Enfin, c'est vraiment le prototype du type un peu arriviste. Et t'as sa femme à côté qui l'aime pas vraiment, pas du tout même, mais qui est là pour son titre de noblesse. Et voilà, et sa bibliothèque, ce qui est assez inédit, Ouais, apparemment. D'habitude, on n'est pas pour la culture, mais... C'est typiquement l'homme qui veut mettre beaucoup d'argent dans la... Enfin, c'est un peu Oui, c'est ça, un peu le... en fait. Ouais, c'est ça, oui. C'est un peu C'est le mécène. Oh bah merci pour la référence. Non, non, Merci pour le rapprochement. C'est un peu un mécène, mais qui a une super bibliothèque, mais juste d'apparat, qui est dans l'apparence, et la femme, elle est plutôt dans la profondeur, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc Donc, que je fais aussi beaucoup. donc je pousse les curseurs vraiment sur le marquis. C'est très... Oui, c'est très excessif, Mais peut-être c'est trop du non, surjeu, je ne sais pas. Non, je trouve pas. Je trouvais justement que c'était des passages qui étaient particulièrement drôles. Cool. Et ça rendait plutôt bien dans l'ensemble que tu essayais de rendre. Ok. Du coup, toi, tu fais du théâtre depuis que tu as 13 ans. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé dans ton parcours un peu personnel, même juste académique, scolaire, etc. Comment tu as lié le théâtre à ce parcours-là? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Oui. Et ben, pendant toutes mes premières années avant ma majorité, j'ai fait des cours dans les villes où j'habitais. Au début, c'était une MJC. Après, j'en ai fait à Versailles. J'ai fait un peu partout. Un peu partout en France, à Rouen, là où j'habitais en tout cas, et c'était à chaque fois on montait une pièce qui était présentée à la fin de l'année, et je faisais ça le mercredi ou le dimanche, enfin, les jours où je n'avais pas école, voilà. Et puis après, à 18 ans, j'ai fait une année, juste avant 18 ans, une année de conservatoire, et qui était très, très sympathique. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec... non, j'ai fait... Attends. Oui, non, j'ai fait l'année de mon bac, j'ai fait ce cours au conservatoire, et aussi une option théâtre au lycée Molière. Ah, oh, génial. Au lycée Molière, et c'était donc avec un prof de théâtre de ce lycée dans le 16e. Et c'est pour les auditeurs, ils ne savent pas forcément où est le lycée Molière. et je sais pas, c'était super. En plus, c'était noté au bac. Bon, j'ai eu 20, tu te doutes que je me donnais vraiment. Et même, c'était très drôle, on a été interviewés par TF1, et il n'y a que mon passage qui a été retenu. Quasi. J'étais super fière. Mes grands-parents qui m'ont appelé, alors Diane, c'est toi la télé au JT. C'est super. Il faudra qu'on retrouve le passage. C'est magnifique. C'était, en plus, qu'est-ce que je raconte dans ce passage? Je dis oui, le théâtre c'est super, je vais en faire mon métier, j'y compte bien, un truc comme ça, tu vois. Génial, mais à 18 ans, déjà quand tu vas percer, on retrouvera cet extrait. Ah oui. Vous avez vu Diane, dès ses 17 ans, elle savait qu'elle allait réussir. Exactement. Excellent. Bah non, mais j'ai toujours su. C'est ça, t'as toujours su que tu voulais faire ça. J'ai su à partir en fait, quand on est dans je sais pas, même quand on peint ou qu'on présente dans une exposition, je sais pas, ou qu'on... Ouais, je ne sais pas quelle est ta vraie passion, mais quand tu la trouves, enfin, quand tu arrives à l'endroit où on peut l'exercer, et que en fait tu te sens très libéré et que c'est agréable, c'est un sentiment agréable, tu as envie de reproduire ce sentiment agréable à l'infini, quoi. Donc tu as envie de te dire ok, je vais en faire mon métier. Mais après c'est une passion pour certains, il faut avoir un travail très c'est justement très ça. lucratif. Il y a des gens qui vont ressentir cet état où ils vont adorer justement faire du théâtre, etc. Mais ils vont pas en faire forcément leur métier. Parce que c'est risqué. Parce que tous les métiers artistiques sont risqués. Donc, et que c'est mal vu en plus, parce que c'est un peu... C'est mal vu et en même temps c'est admiré. C'est fou quand même. Et finalement, tu regrettes pas du tout d'avoir fait ce choix, toi? En fait, non, je pense pas avoir de regrets. En plus, c'est un métier... choix difficile à prendre, mais qu'on regrette pas. C'est un choix difficile, mais je suis contente. J'ai une famille super qui m'a encouragée dans cette voie, qui ne m'a pas empêchée, qui m'a dit va faire une prépa quand même, parce que comme ça tu auras des acquis et tu sauras quoi dire dans les conversations mondaines. Mais oui, non, sinon j'ai toujours suivi. J'ai de la chance de pas avoir qu'on m'a pas contrecarré mon désir. Et puis après, j'ai fait des études. Ouais, c'est ça. Mais alors maintenant, qu'est-ce que tu continues toujours les études? Je suis inscrite, à l'université, en master. Mais je m'occupe davantage de la compagnie que j'ai créée. Ouais. Donc, en entrant à la Sorbonne, en licence,
J'ai créé une compagnie quasi tout de suite. J'ai rencontré une scénographe en devenir. C'est quoi une compagnie de théâtre pour les gens qui... Qu'est-ce qu'une compagnie de théâtre? Je sais pas C'est une fabrique d'idées avec beaucoup d'administratifs. Tu prends Voilà. un tournant un peu macroniste dans ta manière de... C'est le mot fabrique. Fabrique à idées. Fabrique à idées. Sympa. Écoute, je ne pensais pas un jour avoir un discours pareil. C'est une réunion de personnes. C'est vraiment une association dans le sens de cœur, de personnes avec qui ont envie de faire la même activité que toi, de se produire, qui sont animées par l'envie de dire des textes, de présenter des textes au public, de monter sur scène. J'ai rencontré la plupart des comédiens avec qui je travaille, si ce n'est tous, dans l'école que j'ai faite. Le petit parallèle, ça glisse doucement vers la formation. Et donc oui, c'est surtout une envie commune et c'est arrivé assez follement. C'était assez inédit. Je pensais pas que j'allais faire de la mise en scène à 18 ans. Et je suis tombée sur un livre de Victor Hugo, mon idole depuis que j'ai commencé à lire du Hugo, c'est-à-dire à 9 ans. Et je suis tombée sur ce texte, Mangeront-ils ? Et il était très obscur quand je l'ai lu. Ça fourmillait d'idées, mais en même temps, c'était pas du tout réel ni réaliste. Et j'avais du mal un peu à suivre. Et je me suis dit, vraiment, c'est une révélation. Il y a d'autres metteurs en scène, je sais, comme par exemple Peter Brook, que j'aime beaucoup, qui parlent de révélation de quelque chose d'obscur. La mise en scène, c'est le désir de montrer quelque chose qu'on a trouvé obscur au départ. Et j'ai eu ce sentiment-là. Et je me suis dit, ok, en fait, j'aimerais bien monter ce spectacle. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue metteur en scène. Véritablement, c'est quand et que j'ai pu faire fonctionner cette compagnie finalement. Et c'est quoi la chose obscure dans le poème qui t'a donné, qui a procuré ce déclic? Enfin, j'ai compris ton raisonnement, mais j'ai pas compris. C'est quoi? C'est quel élément? C'est une intuition qu'on pourrait éclairer le sens d'un texte. Je pense. Et par exemple, les textes en alexandrin, c'est pas si facile. Et Victor Hugo, c'est pas si facile. En fait, quand tu le lis que t'es pas hyper attentif, tous les sens ne sont pas saisis au texte. Et grâce au théâtre, il peut y avoir tous les sens qui surgissent. Grâce au théâtre, grâce à la scène. Le texte de théâtre, il a un sens, mais il y en a qui sont cachés. Et l'idée du metteur en scène, c'est de révéler les sens qui sont un peu cachés lors de la lecture. C'est super intéressant. Et du coup, tu as voulu, dans ta manière de mettre en scène ta pièce, c'est ce que tu as voulu faire aussi au travers des symboles. Et justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le symbolisme dans la mise en scène. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est des choses que tu révèles. C'est presque maçonnique, en fait. Oui, ça fait profiter. Et tu as remarqué qu'il y avait un personnage qui avait un œil dans le... Oui. Et ouais. Mais aussi, tu vois, si on revient un peu sur la mise en scène, il y a un truc que j'ai trouvé super... Enfin, c'est tout bête, mais finalement, ça apporte beaucoup, je trouve. C'est ce troisième personnage, entre guillemets, que tu fais apparaître au travers des lumières, au travers du haut-parleur, en fait. Oui. Qui est en gros, un peu un conseil des sages des poètes. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est super ingénieux, la manière dont tu l'as mis en place. Et c'est super fort aussi, tu vois. Ça demande pas... Je trouve que c'est des solutions qui demandent de la créativité. Mais en même temps, c'est tout bête. Ça me fait penser un petit peu... de secours, un peu. Ouais, exactement. Oui. Ça me fait penser un petit peu, je ne sais pas si tu connais cette histoire, les Russes et les Américains, au moment de la conquête de l'espace, ils étaient en train de bosser sur un projet. Comment tu fais pour écrire dans l'espace avec un stylo? Et les Américains, ils avaient commencé à faire un stylo super compliqué qui fonctionnait avec la gravité, je ne sais pas quoi. Et du coup, ils ont fait ce stylo-là qui coûtait super cher. Et ce qu'ont fait les Soviétiques, c'est qu'ils ont juste pris un crayon papier, en fait. Et au final, tu avais le même résultat. Mais tu vois, c'est ce genre de solution qui paraît super créative, mais aussi super simple, que tu arrives aussi à mettre en place dans la mise en scène. Oui, parce qu'on s'embarrasse beaucoup de choses complexes tout le temps, même dans notre vie. On est tout le temps on essaie de complexifier notre vie alors qu'elle n'est pas si difficile. Et quand on comprend que les choses sont plus faciles qu'il n'y paraît, c'est pas mal. Mais ouais, dans la mise en scène particulièrement. La compagnie que vous avez créée, c'est quoi son nom? Les coureurs de jardin. Les coureurs de jardin. Ouais, mais maintenant on en a une nouvelle pour pouvoir proposer des textes un peu plus poétiques, soit des mises en scène de textes que je vais écrire, soit des textes qui comprennent de la poésie. Les coureurs de 4 ans. Les coureurs de quoi? De 4 ans. C'est super. Non, attends, un titre un peu pompeux, mais on l'a trouvé avec mon équipe, ça s'appelle L'étendard lyrique. Non, c'est pas mal. C'est vrai. L'étendard lyrique, c'est très beau. Parce que l'idée de, tu vois, hisser un drapeau de la poésie et les couleurs. Non, franchement, c'est évoquant. Trop cool.
bleu, blanc, rouge. Voilà, on va faire un petit logo. Il y aura une petite lyre sur un drapeau. Sympa. Voilà. C'est quoi? Et vous avez un Instagram que tu veux mettre à disposition des gens? Carrément. Eh bien, c'est quoi le mot? Je sais plus. Arrobase compagnie. Donc c'est compagnie.cj. Donc ça, c'est celle de Coureurs de Jardin et on va créer bientôt. Et sinon, on a un site, lescoureursdejardin.fr, où on a notre actualité. Et Facebook, Compagnie Les Coureurs de Jardin. Voilà. Donc Diane, tu présentes Vie et mort d'un poète au Théo Théâtre dans le 15e arrondissement, tous les mercredis à 19h30 et le dimanche à 16h30. Voilà, sauf la semaine prochaine. Sauf la semaine On prochaine. est en février. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mehdi, c'était super. Avec plaisir. Merci.